Bonjour à tous. Donc, comme on vient de le dire, je suis chercheur en biologie structurale. C'est une discipline de la biologie qui s'intéresse à la structure des macromolécules, des molécules du vivant, donc en 3 dimensions et à l'échelle atomique. Donc vous allez me dire, ça n'a pas grand-chose à voir avec le cancer. Vous allez voir que si, dans quelques minutes. Donc j'ai choisi pour illustrer mon propos cette photo du tableau de Napoléon Bonaparte à Fontainebleau, pour vous montrer en fait que le cancer de l'estomac, ce n'est pas une chose récente de notre siècle, ça a commencé déjà il y a longtemps. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez douloureux quand vous regardez Napoléon. Il faut savoir que Napoléon, son père, et ainsi que sa sœur, et d'autres membres de sa famille, sont morts tous en ayant une infection à l'estomac qui a causé un ulcère très très dur et qui a fini par le faire mourir. On n'a pas la preuve définitive que c'était le cancer de l'estomac pour Napoléon, mais il y a de très très fortes probabilités. Et en fait, il était, comme l'ensemble des membres de sa famille, infecté par une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori. Donc vous avez une photo ici en microscopie électronique, donc la bactérie est en jaune, et vous pouvez voir déjà ces petites excroissances qui sortent de la bactérie. Alors Helicobacter pylori, c'est une bactérie fascinante. Pourquoi ? Parce qu'elle colonise l'homme et l'estomac de l'homme uniquement. Elle ne peut pas survivre dans la nature. Et donc, en fait, elle a colonisé l'homme avant qu'il sorte d'Afrique, avant que Homo sapiens sorte d'Afrique. Donc aujourd'hui, si vous faites la génétique de la bactérie dans le monde entier, eh bien, vous pouvez suivre l'émigration de l'homme. C'est-à-dire qu'elle a accompagné l'humanité durant toute son existence. Et donc aujourd'hui, elle colonise l'ensemble de la planète et elle colonise 50% de la population mondiale. Donc dans cette salle, vous n'êtes pas 50% à l'avoir dans l'estomac, heureusement, mais peut-être 5 à 10% de la salle. Et ne vous inquiétez pas, vous allez voir que ce n'est pas forcément un problème. Alors, la découverte d'Helicobacter pylori, elle a été faite grâce à ces 2 personnes ici qui ont obtenu le prix Nobel de médecine en 2005. Et ces personnes sont assez remarquables. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les médecins ne pensaient pas que c'était possible qu'une bactérie survive à l'acidité de l'estomac, qui est un environnement très très difficile pour n'importe quel organisme. Et en fait, c'est la seule bactérie qui est capable de survivre à l'estomac. Et il se trouve que pour faire cette découverte, en fait, l'histoire qui est véridique, c'est qu'ils n'arrivaient pas à cultiver la bactérie. D'accord ? Au bout de 2 jours, dans des boîtes de pétri, ils prenaient des biopsies d'estomac humain. Et puis, ils essayaient de cultiver une bactérie et ils n'arrivaient pas à la cultiver. Il se trouve qu'il y a eu un week-end avec un jour férié. Et donc, la boîte de pétri est restée pendant ce week-end. Ils l'ont récupérée et la bactérie avait poussé. Donc, en fait, il se trouve que c'est une bactérie qui pousse très lentement, qui aime bien les jours fériés. Et donc, après ça, ils ont réussi à la cultiver et ça leur a permis, évidemment, de l'étudier. Et donc, mais les gens ne croyaient toujours pas en fait, que cette bactérie vivait dans l'estomac et causait les ulcères. Donc, ce qu'a fait Barry Marshall, ici sur l'écran, c'est qu'il a cultivé la bactérie, il a bu la culture, il a ensuite souffert d'une gastrite aiguë très très douloureuse, donc ils ont fait une biopsie de l'estomac, ils ont pu montrer que son estomac était bien infecté, qu'il était bien enflammé. Il a ensuite, 7 jours après, pris des antibiotiques pour tuer la bactérie et son estomac a complètement récupéré. Et c'est comme ça qu'il a pu démontrer contre toute la société médicale de l'époque, qui était en 1988, vous voyez à peu près la période, que la bactérie était responsable des ulcères et qu'elle vivait bien dans l'estomac. Je suis désolé, mais ça marche pas super. Donc voilà, donc Helicobacter pylori, elle va coloniser l'estomac ici et elle va causer à chaque fois une gastrite, une inflammation de l'estomac et ça peut conduire aux ulcères. Alors heureusement, en fait, sur les personnes infectées, 80% d'entre eux n'auront aucun problème. L'infection va être asymptomatique et la bactérie va être complètement inoffensive. Dans certains cas, la bactérie va causer des ulcères, environ de 15 à 20% selon les endroits dans le monde. Et plus grave, elle peut causer dans 1 à 3% des cas un cancer de l'estomac. D'accord ? Mais les bactéries qui vont causer ces cancers sont des bactéries
très, très dangereuses. Et elles produisent une espèce de seringue moléculaire que j'ai indiquée ici en violet, qui va injecter une protéine toxique pour les cellules humaines qui s'appelle CAG-A. Et donc vous avez ici la structure atomique de CAG-A, et c'est une des découvertes de mon équipe en 2012, cette structure. Et la bactérie va l'injecter par ces petites seringues moléculaires que vous voyez ici, dans les cellules humaines. Et après des années d'infection et d'injection de cette toxine, eh bien, les cancers peuvent apparaître. Donc c'est un facteur de risque très important, le principal d'ailleurs, pour le développement du cancer de l'estomac. Alors comment on a fait pour déterminer la structure de CAG-A? Et puis qu'est-ce qu'on essaye de faire aujourd'hui? Eh bien, on essaie de déterminer la structure des protéines, comme je vous l'ai montré pour CAG-A, en utilisant la méthode de biologie structurale de cristallographie au rayon X, donc qui est mon expertise. Et vous avez ici un exemple en fait, de comment on procède. Avec un échantillon de protéines purifiées, on arrive à obtenir des cristaux. Alors, la taille de ces cristaux, c'est environ 100 microns. D'accord? Donc, c'est très, très petit. On va prendre ces cristaux, on va les congeler et on va les amener dans cet endroit ici que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le synchrotron de Grenoble, qui est une énorme installation, dont l'anneau fait plus de 1,8 km de circonférence. Et donc, on va passer ces cristaux dans des rayons X extrêmement brillants, très puissants, et ça va nous permettre de déterminer la structure en 3D de la protéine de l'échantillon qui nous intéresse. D'accord ? Vous avez ici un exemple de structure en 3 dimensions au niveau atomique d'une protéine. Alors, dans le cadre de mon équipe, dans l'équipe de recherche, comme je vous l'ai dit, on essaie de comprendre comment la bactérie cause le cancer de l'estomac et puis aussi essayer de trouver peut-être des moyens de l'en empêcher. Donc, on a réussi à identifier une protéine qui est au bout de l'aiguille, ici, là où il y a la flèche blanche, et on a déterminé sa structure en 3 dimensions, que vous voyez ici au milieu. Et on a réussi, grâce à ça, à identifier une molécule qui interagit, qui bloque donc cette protéine. La molécule qui bloque, elle est colorée ici en vert. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de montrer que lorsqu'on utilise cette protéine et qu'on la met sur la bactérie, on l'empêche ici, en fait. Ici, vous avez l'injection de CAG-A dans une cellule normale. Et si vous ajoutez cette petite molécule, vous voyez que vous pouvez réduire jusqu'à 65% l'injection de la toxine. Alors 65%, ça paraît peut-être pas suffisant. Et l'objectif de nos recherches à venir, ça va être d'arriver à bloquer complètement l'injection de CAG-A pour empêcher la bactérie de causer le cancer de l'estomac. Et sur ce, je vous remercie de votre attention. Donc bonjour, merci pour l'accueil. Donc moi je suis sociologue et je m'intéresse aux relations qu'il existe entre la maladie qu'est le cancer et la société, et plus particulièrement comment cette relation aussi est modifiée en fonction du développement des connaissances scientifiques. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais un petit peu vous présenter, c'est comment les connaissances biomédicales modifient, transforment les relations que les maladies ont avec la société et les relations sociales pour les personnes qui sont touchées directement et indirectement par la maladie. Et pour ça, j'ai un peu 2 casquettes. Tout d'abord, la casquette d'un sociologue de la santé. Donc, que fait un sociologue de la santé ? Il essaye de comprendre comment la maladie impacte notre manière de vivre ensemble, notre manière de faire société, à la fois en regardant les personnes qui sont malades, mais aussi en regardant les organisations du système de santé, les professionnels de santé, mais également avec une deuxième casquette, une casquette de sociologue des sciences, de regarder comment on produit des connaissances sur les maladies et comment les connaissances qu'on va produire sur ces maladies impactent la manière dont la société va traiter ces maladies de manière très générale. Et donc pour ça, ce rapport entre médecine et science, vous le savez peut-être, c'est quelque chose d'assez récent en fait. Ça date de la fin du 19e siècle où des médecins, notamment Claude Bernard ici qui a fait un traité de médecine expérimentale, ont commencé à se dire qu'il fallait distinguer l'art de la médecine avec la production des connaissances médicales. Et donc cette idée-là, elle a germé, elle a pris de l'ampleur et aujourd'hui, vous avez peut-être entendu ce terme, on parle de médecine basée sur les preuves, c'est-à-dire que les pratiques médicales doivent être guidées par les connaissances scientifiques. Alors comment un sociologue travaille sur ces questions-là, vous allez me dire ?
Je reprends ici une métaphore qui est faite par un sociologue américain qui s'appelle Erving Goffman, qui a pensé le monde social comme une scène de théâtre, où on est tous en représentation dans certaines scènes, d'accord ? Et donc le sociologue est là pour aller comprendre qu'est-ce qui fait que chaque personne est capable de tenir sa représentation sur une scène sociale. Ce qui permet aussi de distinguer la scène et aussi les coulisses où on va préparer notre représentation. Et donc en tant que sociologue de la santé et des sciences, ce que je vais regarder, c'est plusieurs moments de cette scène qui se lient autour de la maladie. Bien sûr, l'expérience des patients, leur parcours, celle de leurs proches, mais également le fonctionnement des organisations du système de santé, les équipes de soins. Donc je vais dans les équipes, regarder comment fonctionne un hôpital, mais plus largement le système de santé et les organisations internationales qui soutiennent ce système de santé. Ça peut être des organisations scientifiques, mais ça peut également être le marché du médicament globalement. Et donc comment on a une personne qui prend un médicament et tout ça est relié à un marché plus général organisé à l'échelle internationale. Alors si on revient un petit peu aux questions, comment on lie maladie et société ? Et donc pourquoi en fait un sociologue va s'intéresser à la maladie ? Et ça c'est un sociologue toujours américain qui s'appelle Talcott Parsons qui a fait une première proposition. Il a dit la maladie c'est une forme de déviance biologique, un mauvais fonctionnement du corps qui a pour conséquence d'entraîner une déviance sociale. Autrement dit, on ne va plus être en mesure de jouer les rôles sociaux qu'on a habituellement. Exemple facile, on n'est plus capable de travailler. Et donc, un certain nombre de sociologues de la santé sont intéressés à documenter toutes les manières dont la société répondait à cette déviance biologique et sociale. Et notamment, une réponse qu'on peut avoir, c'est d'exclure les personnes qui sont atteintes de cette déviance. Vous avez ici l'exemple des asiles, mais c'est aussi comme ça qu'on a traité le cancer. Ça a été dit, le cancer, c'est une maladie qui est connue depuis très longtemps, mais pendant très longtemps, on n'avait aucun traitement. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait des personnes qui avaient un cancer ? On les mettait à part, dans des hospices, pour mourir un peu loin de la société, traités par des religieux. Bien sûr, l'autre manière de considérer la santé, c'est celle de la réparation. Hein. Et donc, on a cette idée qu'on va avoir un statut particulier, on ne va pas nous tenir responsables de ne pas pouvoir aller travailler, on va nous donner un nouveau statut, celui de patient, mais pour qu'on soit reconnu légitime dans ce statut, il faut qu'on veuille guérir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très prégnant, avec aussi cette idée un peu de séparation entre nature et culture. On voit bien que la maladie, cet élément naturel, d'une certaine manière, vient remettre en cause notre capacité à faire société. J'y reviendrai parce qu'on va voir que ça change un petit peu. Mais les progrès scientifiques ont changé de manière assez drastique cette vision de la maladie aiguë. Et le cancer correspond exactement à ça. Une maladie très grave à laquelle soit on survit, soit on peut décéder. Mais grâce au développement de la chimie, notamment à partir de la deuxième partie du XXe siècle, on a vu arriver de plus en plus de traitements qui ont permis de créer une nouvelle catégorie de maladies que vous connaissez tous. C'est notamment le cas autour du diabète, où on a créé l'insuline, et donc on est passé d'une maladie mortelle à une maladie avec laquelle on pouvait vivre. Mais on ne pouvait pas non plus guérir de cette maladie. Et donc on se retrouve avec une situation où la maladie n'est plus une parenthèse sociale qu'on doit réparer, mais on doit vivre avec cette maladie. Et en cancérologie, c'est exactement ce qu'on voit ces dernières années. Vous avez ici ce petit iceberg que j'aime bien parce qu'il montre le développement des médicaments ces dernières années. On voit qu'en 10 ans, il y a eu plus de 1200 nouvelles molécules en cours de développement dans le domaine du cancer pour 300 traitements actuellement autorisés pour traiter le cancer. Donc on voit qu'il y a un progrès phénoménal et ce progrès, il se traduit par une forme d'accumulation des traitements. Initialement, on avait surtout de la chirurgie, de la radiothérapie et de la chimiothérapie pour traiter le cancer. Et maintenant, on vient rajouter plein d'autres traitements, la thérapie ciblée, des immunothérapies, des thérapies géniques, etc., etc. Et donc, cette chronicisation du cancer, elle transforme complètement l'expérience de la maladie pour une catégorie très particulière de patients. C'est des patients qui sont atteints d'un cancer avancé, c'est-à-dire on sait qu'on ne pourra pas les guérir de ce cancer. Néanmoins, grâce à cette accumulation de traitements, on a des situations de patients qui dure très très longtemps dans le temps. Et donc on a une forme de chronicisation, mais qui est quand même particulière dans le cas de la cancérologie, parce que cette temporalité sur le long terme n'est pas complètement maîtrisée. Et on a toujours un peu cette chape de plomb qui pèse sur les patients. Donc on s'est intéressé avec des collègues, notamment ici une collègue anthropologue, Aline Sarah-Donhec, à essayer de documenter des expériences comme ça de soins de ces patients. Et ce qu'on montre, c'est qu'à la différence aussi d'autres traitements, cette expérience de chronicité, elle se fait à l'intermédiaire avec la recherche scientifique. Et donc, on a ici un parcours de patients. Vous voyez à chaque fois
les traitements qui sont des traitements conventionnels sont en vert, et en orange, vous avez des traitements qui sont des traitements expérimentaux. Et on voit dans le cas de ce patient, c'est que sa capacité à avoir une expérience, on va dire, de maladie chronique est directement liée à la possibilité de participer à des essais cliniques et des démarches expérimentales. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment particulier. On est sous, vous voyez l'iceberg de tout à l'heure, on est en dessous de l'iceberg avec toutes ces molécules qui, en fait, se retrouvent à transformer la maladie. L'autre transformation également qu'on a pu observer ces dernières années, c'est on est passé d'une approche par organe. Vous savez, on parle cancer des poumons, du sein, de la prostate. Et donc ça, on a les planches anatomiques des écorchés traditionnels avec une approche nouvelle qui est celle par les gènes. Et donc, on a identifié un certain nombre de gènes qui permettent d'expliquer pourquoi on développe un cancer, mais aussi de comprendre pourquoi le cancer se développe dans le corps. Et cette transformation, elle va avoir des conséquences très importantes sur les formes de sociabilité autour de la maladie. Parce qu'initialement, les sociabilités autour de la maladie, elles sont organisées par cette division par organe, le cancer du sein. On a des personnes qui vivent la même expérience en raison de la localisation de leur maladie. Sauf que là, on se met à se rendre compte que peut-être qu'un cancer du sein peut être aussi proche qu'un cancer du poumon. Et on se retrouve à avoir, d'une certaine manière, des nouvelles relations qui se mettent en place de manière transversale au sein des hôpitaux. Et donc ça a amené d'autres chercheurs à parler de biosocialité. Et je vous ai parlé tout à l'heure de cette séparation entre nature et culture, qui est quelque chose de très fort dans la philosophie et dans beaucoup de réflexions scientifiques. Et donc ces chercheurs, en parlant de biosocialité, ils ont voulu souligner le fait que ces éléments biologiques pouvaient être la source de dynamique sociale. Et donc là, j'ai mis deux exemples à gauche. Ce sont des associations de patients atteints de cancer et de patientes, l'association Les Triplettes Roses et l'association ALK plus ROS1. Et vous voyez, notamment pour la deuxième, c'est une association dont le titre est deux noms d'altérations génétiques qui sont une cause de cancer et dont les traitements vont être différents lorsqu'on a la présence de ces deux altérations. Et donc, c'est intéressant, on voit que là, on a une identité sociale qui se crée à partir d'indications génomiques. Et donc, ces personnes, elles se retrouvent entre elles parce qu'elles possèdent cette information génomique particulière-là. L'autre chose qui est intéressante, c'est que l'expérience de ces altérations, elle est complètement différente. Dans le cas des cancers du sein triple négatifs, on est plutôt avec quelque chose qui va être un mauvais pronostic de la maladie. Et donc, on est dans des associations qui vont beaucoup se mobiliser pour l'accès à des traitements, se considérant comme plutôt pas bien traités ou n'ayant pas beaucoup d'options thérapeutiques. Et donc, ils se sont mobilisés politiquement pour demander accès à des traitements. Alors que globalement, on a plutôt l'idée que le cancer du sein est un cancer bien traité. Et donc, on voit que là, on a des sous-socialités qui se créent. Et ça, c'est le dernier point que je voulais aborder. C'était pour refaire la boucle. C'est qu'on voit que la science transforme la manière dont on est capable de faire du lien social sur la maladie. Je n'ai pas parlé d'hérédité, mais on pourrait en parler dans les questions. Mais ça transforme aussi la manière dont les personnes, les citoyens se mobilisent pour transformer la manière dont on fait la recherche. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse en tant que sociologue, c'est de voir comment ces dynamiques de transformation de la maladie, de l'identité, amènent aussi les patients à se mobiliser pour demander aux chercheurs de travailler différemment, de faire de la recherche différemment et de regarder des choses qui n'étaient peut-être pas regardées initialement. On a l'exemple récent avec les clusters de cancer pédiatrique, que vous avez peut-être déjà entendu parler. On voit des parents qui se mobilisent en se disant « là, il y a quelque chose à regarder » et on demande aux chercheurs de regarder. Pareil ici avec une association de cancer pédiatrique qui cherche à mobiliser les industriels et les chercheurs pour qu'on crée plus de médicaments pour les enfants malades. Merci. Eh bien, comment parler du cancer dans une exposition destinée au grand public ? Comment tenir compte des émotions qui, inévitablement, vont s'inviter dans l'esprit et le cœur des publics ? Et comment ne pas réduire le sujet à une approche scientifique désincarnée ? Ce sont les questions qui se sont posées dans la conception de l'exposition Cancer, programmée à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris
la première en France de cette envergure. L'exposition Cancer est un espace où différents types de discours se croisent. Le titre de l'exposition, au pluriel, Cancer, évoque la diversité des parcours sur le plan biologique, psychologique et sociopolitique. Nous étudions ici comment ces perspectives variées se rencontrent, se confrontent et se répondent au sein d'une exposition. Notre projet de recherche, qui s'intitule Expressif pour expression, expérience et représentation symbolique des cancers et de la fin de vie, explore comment la maladie est représentée et perçue dans cette exposition. On va chercher à rendre observables les convergences et éventuellement les potentiels décalages pour les publics entre les discours qui sont mis en discours dans l'exposition et puis leur propre expérience de vie, notamment pour les personnes qui sont malades, leurs proches, les aidants et aussi les personnels de santé. Se pose alors pour nous la question de comment recueillir cette parole et des premières personnes concernées, une parole qui relève à la fois du registre de l'intime, du symbolique et des représentations aussi collectives. Donc pour mener cette enquête, nous avons mis en œuvre une méthodologie originale à partir d'entretiens qu'on a filmés au cœur de cette exposition à Paris et à distance auprès des publics pour recueillir leurs mots, aussi leur expression corporelle. Et aussi, nous avons conçu un parcours en images à 360 degrés qui permet d'accéder à la fois à l'exposition et à la fois au discours, aux médias, aux images, de manière immersive de cette exposition. Donc voici ce parcours en images à 360 degrés. Donc à partir du menu qu'on voit ici à gauche, on peut afficher la plaquette du projet qu'on vient de présenter, où on présente notre approche des cancers, qui est tout à la fois une expérience vécue, intimement, et un objet de discours socialement et historiquement construit. On présente également le rôle clé des témoignages dans l'exposition et dans notre recherche, ainsi que la méthodologie d'enquête mise en œuvre. Dans cet environnement en 360 degrés, on peut se déplacer d'îlot en îlot, de thème en thème, et accéder aux différents médias qui la composent en déambulant dans l'exposition elle-même. C'est donc une forme de documentation qui est spatialisée, pour laquelle on a intégré les vidéos, les images et les textes qui sont présentés au public. Par exemple, ici dans l'îlot Évolution, il y a une vidéo qui présente l'histoire du cancer chez le vivant depuis 500 millions d'années. La forme et le contenu de cette entrée ont permis de décaler le point de vue des visiteurs et de leur proposer une entrée qui, d'une certaine façon, met à distance leur peur et leur peine. Pour cette première strate de l'exposition, du parcours que constitue le terrain de l'exposition, on a cherché à restituer le plus fidèlement possible l'écriture de l'exposition qui a été menée par Maud Gouy et Laurence Conesi, les deux muséographes, aussi bien pour ce qui concerne la déambulation que pour ce qui concerne la posture, l'ergonomie de la visite. Donc, par exemple, ici, avec ce film sur la cancérogénèse, on a une présentation sous un mini-planétarium, et ce film explique les transformations d'une cellule saine en une cellule cancéreuse. Pour ce visionnage, le public est alors invité à adopter une posture propice à la détente et à la concentration à la fois. Réalisé en stop motion avec de la laine, l'esthétique de ce film, à la fois étrange et familière, s'éloigne de l'apparence de la chair et des images qu'on trouve habituellement dans les manuels scolaires et vise ainsi à faciliter la compréhension de ces mécanismes biologiques. Et pour ne pas cantonner le sujet du cancer aux sciences de la biologie et de l'évolution, les muséographes ont pris le parti de donner la même visibilité à l'affliction et au chaos que la maladie engendre chez les patients et leurs familles. En effet, l'annonce de la maladie est un véritable choc pour les malades. Elle vient bousculer profondément leur perspective de vie et leur rapport à la mort. Une projection met alors en image et en son cette déflagration par le dessin de façon métaphorique. Le menu permet également d'afficher un plan interactif ou accéder aux différents îlots et totems en cliquant directement dessus. Dans l'îlot recherche, ici, nous avons un panorama des recherches en cancérologie présentées à travers 11 entretiens filmés en pied, accessibles via cet écran tactile. L'idée est de se retrouver sur le mode de la conversation en face à face avec les chercheurs et chercheuses défaits de leurs attributs classiques, une blouse blanche, un décor de laboratoire, etc.
Au centre de l'exposition, là, on a intégré une deuxième strate de discours qui sont composés des extraits, donc des entretiens qu'on a eus avec les différents publics. Ils sont regroupés par thème et ces témoignages, ils donnent à voir et à entendre les différentes perspectives des visiteurs sur le cancer. La médiation assurée par l'exposition et aussi leur rapport personnel à cette maladie. Donc, par exemple, ici, sur le thème vérité scientifique et vérité empirique, on accède à l'entretien filmé de cette personne qui va expliquer son rapport à la maladie. C'est une proche de malade. Et on va conserver l'ancrage entre le discours et les interactions avec l'exposition. On n'a pas encore d'analyse à proprement parler pour que chacun des visiteurs du parcours puisse se faire sa propre interprétation. S'ajoute maintenant une troisième couche, l'analyse linguistique et sémiotique, qu'on a réalisée dans des capsules vidéo qu'on a montées, où on articule les sciences du langage avec deux approches pour analyser les données. D'une part, les outils théoriques et méthodologiques des sciences appliquées qui sont utilisés pour observer les effets concrets de l'exposition sur les visiteurs, et puis une perspective pluridisciplinaire entre sciences du langage et autres sciences pour examiner la manière dont les connaissances scientifiques et empiriques sont mises en discours. Donc, en tant que linguiste, on analyse non seulement les mots, mais aussi les expressions utilisées par les visiteurs, également leurs gestes, les regards, les postures des premières personnes concernées par le cancer. Ces analyses sont présentées, comme vous voyez, dans des petits modules vidéo, en évitant autant que possible un jargon scientifique, afin de garder aussi bien avec nos partenaires le rapport au projet et évidemment à destination du grand public. Donc, grâce à des procédés audiovisuels de montage, les témoignages ils sont mis en regard pour faire émerger les convergences et les divergences. Pour analyser l'expérience de visite à différents niveaux, on met en relation les entretiens avec d'autres études qui ont été menées à la Cité des sciences et de l'industrie en amont et en aval de l'exposition auprès d'un plus grand nombre de visiteurs. Donc cette modalité d'écriture de la recherche permet ainsi de tenir ensemble l'exposition et ses médias, les entretiens qu'on a réalisés et les analyses linguistiques et sémiotiques qu'on a faites de ces entretiens. Aussi, ce dispositif d'enquête entre en complémentarité avec d'autres modalités de recueil de paroles des publics, comme les livres d'or qui sont disposés à la fin des expositions, en sortie d'exposition. La constitution de vidéos pour la médiation active alors un autre rapport au langage de la recherche en mettant au centre du parcours la parole des premières personnes concernées, les patients, les aidants, les soignants et les professionnels de santé. Pour conclure, donc en faisant de l'exposition un terrain de recherche, on peut dire que la médiation scientifique et culturelle se positionne à l'interface de différents savoirs en amont et en aval de la conception muséale. Notre dialogue interprofessionnel avec les partenaires de la Cité des sciences et de l'industrie participe d'une analyse réflexive des apports d'une exposition entre une médiation et une production de connaissances, de nouvelles connaissances sur la maladie. Ce travail permet d'objectiver les formes d'appropriation des connaissances des publics, d'étudier les modalités d'exercice de leur esprit critique à eux dans le parcours de visite. Les publics ne sont donc plus uniquement des instances de réception à qui on adresse des contenus scientifiques. Ils et elles participent activement à la production et à la traduction de savoirs scientifiques et sensibles dans une approche éthique de la connaissance. Ce type de travail, alors, dans ce parcours en images à 360 degrés, vise alors à prolonger et à augmenter l'exposition en apportant un regard sur sa conception et en enrichissant la compréhension de l'expérience des cancers, des formes de socialisation de la maladie. Nous vous remercions pour votre attention. Merci. Merci à vous.